Je suis un peu nerveuse. J'espère que vous allez comprendre mon accent, ceux qui ne me connaissent pas, et que je vais essayer de vous raconter un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé beaucoup pour vous tous, pour mon plaisir d'abord, et pour vous procurer le même plaisir que j'ai eu à faire des recherches pendant tout l'hiver. J'ai écrit 3 livres, j'en ai imprimé 2, et l'autre, ça sera pour l'année prochaine. Alors, ce que j'ai fait cette année, j'en ai fait un petit qui était... un jour, je rencontre M. Roland Caux de la Rivière, quand M. Dalifard m'avait emmené pour voir la maison d'un montreur d'ours qui était à la Rivière, et M. Roland Caux me dit, je pense qu'il n'est pas là ce soir, M. Roland Caux, il me dit, moi, mon ancêtre, mon grand-père, c'était un montreur d'ours, le plus grand des montreurs d'ours, et personne n'en parle jamais. Alors moi je me suis dit, mais comment il s'appelait votre... Alexis Caux-Platéo. Alors j'ai dit, ah oui, j'ai entendu ce nom, mais je n'avais pas fait de recherche. Alors, en arrivant à Montréal, je me suis dit, je vais chercher ce Alexis Caux-Platéo. Et pour les recherches, je suis abonnée à des journaux. Là-bas, j'ai 3 abonnements de journaux. Et, bonjour, M. Skip. Et alors, j'ai 3 abonnements. Et d'habitude, je mets, c'est en anglais, je mets Train Bear. Il faut aller par mots de code. Alors, je mets Train Bear, Performing Bear, Cinnamon Bear. Alors, je me suis dit... Est-ce que je fais la danse de l'ours? Oui. Oui, sur la table. Alors je me suis dit, je vais chercher un lexico, mais je n'y croyais pas du tout. Alors je trouve 2 pages, 2 articles de journaux à lexico. J'ai dit, oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. Alors, à lexico, c'était dans un journal qui était de Washington, D.C., la capitale de l'Amérique, et c'était en octobre 1874. Et contrairement à beaucoup d'autres noms, parce que je vous ai souvent donné des noms qui étaient tout croche et essayé de vous les faire reconnaître, il était bien écrit. Alors, c'est là qu'on voit dans le Evening Star du journal, le journal Evening Star 1874, l'article A Bear in the Guard House. Alors, ils disent A Frenchman named Alexico, who was leading a bear, qui montrait l'ours, a été arrêté dans les rues parce qu'il avait un anneau dans le nez. Alors c'était terrible. Les gens de la société pour la protection des animaux domestiques ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il y a un ours avec un anneau dans le nez, ça doit être terrible, il doit souffrir, c'est terrible. Ils arrêtent Alexico et ils lui chargent 5 $ parce qu'il y avait ça. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, Alexico, je vais essayer de trouver quand est-ce qu'il est arrivé. Et j'ai trouvé son arrivée au mois de juillet à New York. Et il était avec 3 autres montreurs d'ours, dont un qui s'appelait J.B. Servette, C-E-R-V-E-T-T-E. Et je retrouve encore dans les journaux un autre article qui parle d'Alexico, mais écrit celui-là C-O-E, avec Baptiste Silvers. Alors celui-là, ils n'ont pas mis son nom trop bien. Et ce Baptiste Silvers, j'ai déduit, j'ai fait des recherches, c'était Baptiste Servat,
qui est l'ancêtre d'Édith Servat. Est-ce qu'elle est ici ce soir, Édith? Oui. Non, elle devait venir. Ah, elle est là! Alors, c'est son ancêtre, disparu en Amérique, mais celui-là, c'était son premier voyage, et il était avec Alexico. Quand j'ai fait un peu le trajet, j'ai pu trouver, par toutes sortes d'histoires, en 1874, c'était dans le premier temps que les montreurs d'ours étaient en Amérique. Le premier que j'ai trouvé par les bateaux était de 1871. Mais par contre, je sais, par un acte de notaire, que Aurillac Roch de Cominac est venu en Amérique en 1869. Alors ça, je l'ai trouvé avec son ours, et je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a eu un problème avec l'ours cette année-là. Et c'est ça. Et alors, quand j'ai eu fini d'imprimer ce livre, j'ai commencé à travailler celui-là. Et ce qui est drôle, ce livre, c'est l'histoire de Janou Dégey Courat Abesquet de Cominac, qui est le grand-oncle pour ceux qui la connaissent, de Marie-Rose Ponsol de New York. C'est son grand-oncle. Et il a été assassiné à New York, dans l'État de New York. Alors, Marie-Rose avait fait une petite histoire pour le bulletin des Amis d'Aulus. Elle avait fait une petite histoire sur mes 2 pages, sur son grand-oncle qui avait été assassiné. J'ai correspondu avec Marie-Rose, elle m'a raconté beaucoup de choses, mais j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé, pour le meurtre, j'ai trouvé une centaine d'articles dans les journaux. Tous les journaux en ont parlé, ils en ont parlé au Canada, ils en ont parlé en Australie, ils en ont parlé partout de ce meurtre. Et je vous dis tout de suite, une conclusion que j'ai eue, c'est que quelquefois, quand il y en a qui disent que leurs ancêtres ont été tués en Amérique, je me demande comment ça se fait que j'ai pas rien dans les journaux quand j'ai une centaine d'articles pour ce montreur d'ours. Alors, c'est ça. Alors, ce livre, quand j'ai commencé, j'ai cherché, à un moment donné, je cherchais Dégey. Je trouve un Pierre Dégey en même temps qu'Alexico, même mois, même année, octobre 1874, à Washington. Alors, il y a un article dedans que j'ai traduit ici. Est-ce que c'est là? J'ai traduit cet article qui dit que Pierre Dégey avait été pris avec 2 ours. Alors je me suis dit, Pierre Dégey avec 2 ours, c'est pas possible, parce que d'habitude, les montreurs d'ours, il y était 2 par ours. Alors je me suis dit, s'il y avait 2 ours, il devait probablement être 4 montreurs d'ours, parce qu'ils sont toujours 2 montreurs d'ours par ours. Et aussi, j'ai retrouvé un autre article qui disait, il y a 4 Français qui sont venus chez nous dans notre ville avec des ours qui avaient un anneau dans le nez. Alors on les a obligés d'enlever l'anneau et de payer chacun 5 $. Et ils ont écrit, c'est la même chose, il y a 15 jours, il y a encore un groupe de 4 Français qui ont fait la même chose. Alors ce qui veut dire qu'il y avait 8 Français qui étaient venus à Washington montrer l'ours dans le même mois d'octobre. Ils étaient venus pour montrer l'ours. Il y en avait eu 8. La déduction que j'ai faite de cela, c'est que d'habitude, en 1890, 95, on les rencontre 2 avec un ours. Je me suis dit au début,
il ne devait pas connaître l'Amérique beaucoup. Et alors, il voyageait probablement par groupe de 4. Alors, quand on en voit 4 qui descendent du bateau, probablement qu'ils se suivaient. Peut-être 2 allaient à un bout de la ville, l'autre allait à l'autre bout. Mais ils avaient peut-être peur, ils ne connaissaient pas assez le pays, alors peut-être qu'ils se tenaient ensemble. C'est ça que j'ai pensé, parce qu'on les voit souvent à 4. Alors, c'est ça. Alors, en plus du montreur, c'est pas seulement le meurtre du montreur d'ours, mais j'ai parlé aussi de tous les problèmes qu'ils avaient en Amérique. Ben, il y en a qui sont morts de maladie, il y en a qui sont disparus, il y en a qui ont voulu rester en Amérique, et ici on les croyait perdus. Il y en a qui, surtout, ce qui était le pire, c'était pour eux de se faire tuer l'ours. Et il y a beaucoup, beaucoup de montreurs d'ours dont l'ours a été tué, et donc ils n'avaient plus de moyens de subsistance, ils étaient obligés de s'en revenir. Chez eux, ils ne faisaient plus d'argent, alors ils étaient obligés de revenir. L'ours pouvait disparaître à un moment donné quand tu leur donnais la nourriture, ils les faisaient manger, ils enlevaient la muselière. Des fois, l'ours en profitait pour se sauver. Et quand l'ours se sauvait, dans un petit village, c'était la chasse à l'ours. Tout le village cherchait l'ours, tous les villageois essayaient de retrouver l'ours, puis ils tuaient l'ours, il n'y avait plus d'ours. Alors souvent, on voit des articles de journaux que les montreurs d'ours se dépêchent parce qu'ils essayent de trouver leur ours. Ils voient leur ours mort et ils se mettent à pleurer. Il y en a, les journalistes ont dit, il y a des grosses larmes qui coulent sur les joues des montreurs d'ours. C'est sûr qu'il y a la peine de perdre leur ours, qui était leur ami, et il y a aussi qu'ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus du tout gagner leur vie, ils étaient obligés de revenir. C'est ce qui est arrivé à Alexis Auriac-Roch, je le raconte là-dedans. Alexis Auriac-Roch, il est venu en 69. Je sais qu'il est venu, mais probablement qu'il est venu avec 2 ou 3 autres, mais je n'ai pas trouvé son arrivée de bateau. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, il était probablement au Canada, parce qu'il suivait la rivière du Niagara, et arrivé près d'un pont de fer, dont j'ai trouvé la photo à peu près en cette année-là, il avait attaché son ours autour d'un arbre. Quand il s'est réveillé, l'arbre était déraciné. Ça devait être un arbre qui était mort, et l'ours était disparu. Il s'est dit, mon ours est tombé dans la rivière Niagara, et c'est ça qui est arrivé. Son ours s'est noyé dans la rivière. Ils ont trouvé l'ours mort sur le bord de la grève, un peu plus loin. Alors, il est revenu en vitesse probablement, parce que je le revois partir au mois de février de l'année d'après. Alors, probablement qu'il est arrivé vers le mois de novembre, il est reparti l'année d'après avec un autre montreur d'ours. Et donc, il a fait le voyage aussi avec Platéou. Ils ont fait 2 voyages ensemble avec Alexis Platéou, je le raconte là-dedans. Et le deuxième voyage, ça n'a pas réussi du tout. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au bout de 2 ans, Alexis était fatigué de montrer l'ours, il voulait retourner à la maison, il voulait retourner chez lui. Et Auriac ne voulait pas, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Il disait non, non, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Alors, oui, je m'en vais. Alors, écoute, je te laisse les droits sur mon ours, fais-le danser, garde l'argent, ça m'est égal, je m'en retourne chez nous. Mais Auriac-Roch n'était pas content du tout d'être laissé seul, parce que c'était très difficile de montrer l'ours tout seul. Est-ce qu'il s'est trouvé quelqu'un? Je ne le sais pas.
Mais au bout d'un an, il revient, il s'en va directement à la cour de la paix d'Oust et il cite Alexico en cour. Alors là, ils expliquent chacun leur histoire. Il dit, moi, Aurillac-Roch, il dit, moi, il m'avait promis de rester avec moi et il est reparti. Moi, j'étais tout seul. J'ai été obligé de payer la nourriture de l'ours. J'ai été obligé de payer le bateau pour revenir. Alors, je veux 150 francs. Alors, l'autre, il dit, mais écoutez, moi, je lui ai donné les droits sur l'ours. Tout l'argent qu'il a fait pendant un an, c'est lui qui en a profité. Alors, le juge, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait de l'argent avec cet ours-là. Eh bien, arrangez-vous ensemble et M. Aurillac payez les frais. Alors, Aurillac a été obligé de payer les frais de l'ours parce que ça a été la fin d'une amitié. Ils avaient fait 2 beaux voyages ensemble, mais ils ont continué chacun de leur côté à montrer l'ours. Alors, vraiment, il avait raison, M. Roland Caux, parce que son ancêtre a été vraiment un grand montreur d'ours et il a fait beaucoup de voyages avec l'ours. C'est son grand-père parce que son père s'était marié assez tard. Il y a eu ses 2 garçons. Après avoir eu 5 filles, je pense qu'il y a eu 2 garçons. Et je raconte assez ça dedans. Ben, maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais vous dire que je n'écris pas toujours mes sources, parce que j'en aurais assez épais, mais je vais vous dire comment je fais mes recherches. D'abord, ça fait 16 ans que je fais des recherches sur Oust, et à chaque fois que je vais dans les archives à Foix, et je prends des photographies, je prends de 1500 à 2000 photographies chaque année, et l'hiver, je déchiffre ça tranquillement pendant notre bel hiver canadien. Je reste à la maison et je déchiffre les documents que j'ai pris. Alors, je pense que pour faire des recherches, c'est une des choses les plus intéressantes, c'est les contrats de notaire. Une fois qu'on a ce que j'appelle moi mon squelette, c'est la généalogie, qui est parent avec un, qui est parent avec l'autre. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, j'essaie de mettre un peu de chair sur le squelette et j'essaie de trouver des histoires, j'essaie de trouver des notaires. Et ce qui est le plus intéressant, c'est l'histoire de la cour de la paix à Oust, où tout le monde passe à peu près, que ce soit à Hercé, la rivière, n'importe quoi. Entre voisins, il y a toujours des chicanes. Un voisin a sa pierre un peu trop près de l'autre, et ils se battent et tout ça. Et je vais vous raconter quelque chose qui est drôle. C'est mon arrière-grand-père un jour, qui est Rogal Clare Bernadette. Il avait été à la guerre de Crimée. C'était un héros de la guerre de Crimée, devenu montreur d'ours. Alors, il se fâche contre son voisin, je ne sais pas lequel. Il arrive en cour, il a dû parler en patois, très fort, et il s'est mis à crier un peu pareil comme moi. Peut-être j'ai sa voix, je ne sais pas. Il s'est mis à crier devant le juge et engueuler son voisin. Et le juge dit, taisez-vous, racontez votre histoire tranquillement, je ne comprends rien. Et l'autre a continué, mon arrière-grand-père, il continuait, il faisait des gestes. Alors il dit, écoutez, sortez et je vous condamne aux frais. Alors il n'a jamais pu dire, j'ai jamais su qu'est-ce qu'il y a eu avec le voisin, parce qu'il criait tellement fort. Et ce qui est drôle, c'est que quand Gabriel Benazet-Cabos était de ce monde, exactement dans les mêmes temps, lui aussi, son ancêtre avait fait la même chose. Et il avait crié devant le juge, et j'ai dit, tu vois, nos 2 ancêtres ont fait les mêmes choses, ils ont crié tellement fort qu'ils n'ont pas pu dire leur histoire, et c'est eux qui ont été condamnés. Ceux qui veulent faire des recherches, je vous conseille. C'est très difficile à lire, parce que c'est tout petit. Mais les cours de justice, c'est pas méchant, parce que c'est tout simplement
des femmes qui se jettent des pierres, d'autres qui s'arrachent les cheveux, des hommes qui se... le chien. Le chien du voisin qui vient manger un peu surtout des petites choses comme ça. Mais la vache a passé sur le terrain oh, j'ai vu les pas de ta vache qui a traversé mon terrain. Moi, je ris quand je suis dans les archives toute seule, je ris fort. Ils se demandent qu'est-ce que j'ai, mais c'est très drôle. Donc, ça c'est... Je recommande aussi à ceux qui veulent faire des recherches de regarder les cadastres, de regarder les matrices de cadastre parce qu'on trouve des choses vraiment très intéressantes. Il y a ensuite les recensements. À RC, ici, vous avez le recensement de 1881 et le recensement de 1901. Vous pouvez trouver tous ceux qui sont dans la même maison. Moi, ça m'a aidé beaucoup. M. Deschamps m'avait beaucoup aidé pour ça. C'est qu'on sait exactement qui est là, dans le moment, qui habite dans la maison. En 81, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il est parti, peut-être à l'ours. Alors, les cadastres et les recensements, c'est assez important. Les notaires, aussi les recrutements militaires. Par les recrutements militaires, j'ai retrouvé beaucoup de gens parce que quand un montreur d'ours, quand n'importe qui de la vallée du Garbet, RC, Oust, quand ils arrivent en Amérique, le surnom n'est pas inscrit. Alors, par exemple, si vous avez Jean Bach qui arrive, si vous avez un Baptiste Servat, vous vous dites qui ça peut être. D'après l'âge, un Baptiste Servat sans souci, ça pourrait être lui. Jean Bach Niveille, ça pourrait être lui. Jean Bach Ruil, ça pourrait être lui. Alors, je procède par élimination. Je regarde dans les choses militaires, et là, je me dis, ah ben non, lui, il est au service militaire, il ne peut pas être en Amérique. Alors, c'est pas lui. Alors, c'est pour ça que, très souvent, je peux être certaine. Quand je ne suis pas certaine, je l'écris. Je suggère que, je pense que c'est peut-être... Mais quand je dis que je suis certaine, c'est parce que je suis certaine. J'ai fait tellement de recherches, tellement de déductions, que je peux affirmer que c'est un ou l'autre. S'il y en a qui ont par exemple, qui s'aperçoivent que c'est pas vrai, ils n'ont qu'à m'écrire ou venir me voir. Moi, je vais être très contente de corriger ça. C'est comme Aurillac-Croc, son fils, on l'avait marqué avec M. Deschamps, on a fait le bulletin des montreurs d'ours. On l'a fait un peu vite. M. Deschamps, je pense qu'il sentait qu'il fallait qu'il aille assez vite pour faire le bulletin. Et il y en a, on s'est trompé. Comme Aurillac-Croc, on avait marqué que son fils était montreur d'ours. Et la grand-mère, la petite fille, a dit non, il n'a jamais été montreur d'ours. Et j'ai vérifié, et c'est vrai, il était au service militaire pendant ce temps-là. Alors, il faudrait le refaire, ce bulletin, avec les ajoutés, parce que j'en ai trouvé 20, 30 de plus. Le livre que j'ai, là, plein qu'on peut rajouter, d'autres qu'il faut enlever. Il faudrait le refaire, ce livre, pour qu'il soit vraiment à jour. Avec tous les... À chaque année, évidemment, je trouve toujours de plus en plus de... Tu veux que je danse la danse de l'ours? Alors, c'est ça. Je vais vous raconter une histoire qui va intéresser peut-être M. Dubon. C'est que quand je parlais tout à l'heure de la cour de la paix, il y a un monsieur Pertus qui était tout nouveau à RC parce qu'ils avaient, vous allez me corriger, M. Dupont, parce qu'il y avait un moulin de blé, je crois, qui a été transformé en moulin pour la laine. C'est ça? Alors, il n'y avait personne probablement pour faire marcher ce moulin. Ils ont fait appel à un étranger
qui n'était pas du pays, qui était du bout de Perpignan et qui s'appelait Pertus. Et ce Pertus est arrivé à la rivière et il a fait marcher le moulin, mais il était très jeune et il regardait les jolies filles autour. Et il y avait une jolie fille qui s'appelait Marie Rogal Paloubar. Alors je pense qu'il y a eu des garçons autour qui avaient peut-être l'œil sur Marie Rogal Paloubar et qui se sont mis à dire, parler contre Pertus. Oh, il pèse pas la laine, il fait pas le poids quand il nous donne la laine, il fait pas le poids. Alors Pertus s'est fâché et lui-même est allé voir le juge de paix et lui a dit, on parle contre moi, ma réputation est en jeu, tout ça. Alors là, ils ont fait venir plein de témoins. Il y avait, comment il s'appelle, Badier Lebet, est-ce que vous connaissez ce nom-là? Il y avait plusieurs gens de la rivière qui sont venus comme témoins. Et, oh non, il faisait pas le poids, il racontait tout. Finalement, le juge dit, écoutez, Monsieur Pertus, je ne pense pas que votre réputation est entachée. Vous n'avez pas pu prouver que ce que vous faites, ça, il y a 3 ou 4 personnes qui parlent contre vous, mais je ne pense pas que votre réputation a été entachée. Donc, je vous condamne aux frais. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver quand on s'en va en cours, quand on va devant le juge. Il faut être peut-être certain dans notre coup. Je voulais vous raconter ça. Alors, qu'est-ce que c'est que je voulais vous raconter? Ah oui, quand je parlais de 1874, j'ai retrouvé la semaine avant de partir du Canada, j'ai trouvé des articles. Un article intéressant parce que moi, je pensais que justement qu'ils arrivaient vers 1871 aux États-Unis et je savais qu'Oreilly-Croc était allé en 69 et j'ai trouvé un article dans le journal que ils écrivent « Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de montreurs d'ours dans nos rues. » C'est un article écrit en mars 1869. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de montreurs d'ours dans nos rues qu'on vient d'avoir un avec le bâton qui fait danser l'ours avec le bâton et qui danse la danse de l'ours. L'ours qui dansait avec le bâton, il y avait un grand bâton et il dansait avec le bâton. Alors, j'ai trouvé ça. Et un article qui m'a très surpris. Alors, août 74, 3 hommes et une femme étaient dans notre ville aujourd'hui et montraient l'ours. Ça, 1874, 3 hommes et une femme qui montrent l'ours. Alors je me suis dit, est-ce que ça aurait pu être des Serbes, des Turcs ou quelque chose? Mais ils disent, ils sont partis à l'hôtel, American Hotel, pour passer la nuit. Alors je ne sais pas c'est pas des Romanichels, ça, c'est pas des choses, parce qu'ils ne seraient pas allés à l'hôtel. Alors moi je pense probablement que c'est des Ariégeois, mais 1874, qui est venu, les 3, quelle femme serait venue avec ces 3 montreurs d'ours? Ça, j'ai trouvé ça 2-3 jours avant de partir et j'ai été obligée de faire des recherches là-dessus. J'ai pas fini mes recherches. Plus on trouve, plus il faut chercher. Ceux qui font des recherches, ils me comprennent. J'ai fait quelque chose? Non, je sais pas. Alors, 1874, j'ai fini ça. Si je parle trop vite, j'en aurai pas pour 1 heure, là. Alors, je voudrais vous parler aussi, ce que je trouve intéressant. À mesure que je fais des recherches, je m'aperçois de beaucoup de choses, justement, comme au début que les montreurs d'ours se tenaient par groupe, mais qu'ensuite ils se sentaient un peu plus sûrs d'eux-mêmes. Ils avaient entendu parler depuis 10 ans, 20 ans, quelle route prendre pour se rendre. Au début, ils n'allaient pas tellement loin, mais souvent, ils ne dépassaient pas le Mississippi. Mais après, il n'y a pas de limite. J'en trouve dans tous les États des États-Unis, des montreurs d'ours, dans tous les États. À Washington, à Oregon, partout. Il y en a partout.
Dans les journaux, ils disent dans le petit village, il y en a partout. Alors, ce que voulais vous dire, je voulais vous parler de la mémoire orale. Parce qu'en plus des journaux, en plus des notaires, en plus de tout ça, j'écoute la mémoire orale. La mémoire orale, c'est extraordinaire ce que les gens d'ici, Bercé, d'Oust, pouvaient... Tu veux t'asseoir à côté de moi? C'est extraordinaire qu'est-ce que les gens retenaient et répétaient. C'est vrai qu'il n'y avait pas la télévision. C'est vrai qu'à part de regarder qu'est-ce qui se faisait chez le voisin, il n'y avait pas grand-chose comme nouvelles. Alors, la mémoire orale a été quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis arrivée en 2000, mon premier voyage, j'ai fait un voyage quand j'étais petite avec mes parents en 1953, mais j'ai recommencé à l'an 2000 de venir régulièrement. Je viens depuis l'an 2000, chaque année. Alors, en l'an 2000, je me suis rendue à Arousse, et il y avait les Monsieur Rosès, il y avait Daniel Rosès et Marcel Rosès. J'ai parlé de mes arrière-grands-parents, qui étaient des Gaston Labatte. À Perteguet, j'étais des Gaston Labatte. Je leur ai parlé, et Daniel m'a dit « Ah, votre arrière-grand-mère, on l'appelait la Massadelle. » J'ai trouvé ça drôle parce que mon arrière-grand-mère, c'était une Pujol Bombay qui venait de Roum. Alors je me suis dit, elle n'était pas de Massat. Mais ma grand-mère m'avait dit, tu sais, ma mère, elle parlait deux patois. Pour dire moi, elle disait yo et elle disait jou. Alors elle disait, elle parlait deux patois. Alors je me suis dit, ah ben oui, elle devait avoir des mots de Massat qu'elle disait. Il disait, ben elle est... Et avec des recherches, je me suis aperçue que la mère de mon arrière-grand-mère venait de Bierte. C'était une pique-mâle belle qui était venue se marier avec un Pujol Bombay de Roum. Alors c'est pour ça que il y avait probablement des mots. Les gens reconnaissaient les mots. Peut-être l'accent, est-ce qu'ils avaient un accent différent? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ensuite, chez nous, on jouait beaucoup aux cartes. Et il m'a dit, tout le monde dans le coin allait jouer aux cartes chez votre arrière-grand-père. Oh, ben, j'ai dit, ça c'est sûr, c'est certain. Je le sais parce que chez nous, ils étaient des gros amateurs de cartes. Alors, ça c'est une autre anecdote pour la mémoire orale, c'est que quand j'étais à Paloubar, on m'a dit, cette dame qui s'appelle Cabot Palotte, elle est morte dans un naufrage, elle était colportrice, elle est morte dans un naufrage sur le Lusitania. Alors je cherche sa date où elle était décédée, 1895, et le Lusitania a coulé en 1915. Alors, dans la mémoire orale, il faut toujours quand même se méfier. Il y a un fond de vérité, il faut aller le chercher, mais les gens vont se le dire, se répéter, et ça les a tellement impressionnés, le Lusitania, qui ont mis le Lusitania. La plupart des gens qui ont des ancêtres qui ont joué dans des cirques, ils disent « Ah, mon ancêtre a joué pour le cirque Barnum. » J'ai écrit un livre qui va sortir l'année prochaine. Il y en a 3 qui ont joué dans le cirque Barnum. Il y en a 2 dont on a un descendant ici, qui s'appelle les 2 Pujol. Pierre Pujol, les Joannes. Hein, ces 2-là. Et puis il y en a eu un autre qui s'appelle Julco. Et tous les autres ont joué dans des cirques, ceux que j'ai trouvés, mais pas du tout dans le cirque Barnum. Tous les autres cirques, il y en avait des centaines et des milliers de cirques à cette époque-là. Et c'est pour ça que les gens les montreurs d'ours, je vais vous parler de ça l'année prochaine, je ne veux pas en dire trop, mais une fois qu'ils ont eu tellement de problèmes en Amérique
avec le temps qu'il faisait, le froid, j'en ai trouvé dans des tempêtes de neige tellement terribles qu'ils ne pouvaient pas voir à 5 pas devant eux avec leur ours. Il y en a qui se sont couchés sur le bord de la rivière. À un moment donné, il y a eu une pluie, une averse. On en voit dans la télévision des averses tellement soudaines qui sont pris et qui ont été tous tués, les ours. Il y en a tellement qui ont eu des accidents et tout ça, que ceux qui entraient dans les théâtres, dans les cirques, étaient quand même protégés. Ils avaient un salaire fixe. Ils travaillaient très fort, par exemple. Ils ne pouvaient pas se coucher sur le bord d'un arbre ou aller comme ils voulaient. Il y avait deux sortes de personnes. Il y en avait qui aimaient continuer à marcher et à aller à gauche et à droite et faire montrer l'ours. Il y en a d'autres qui voulaient faire un peu plus d'argent et avoir de la sécurité. Alors c'est pour ça qu'ils ont évolué vers le théâtre, dont on a un célèbre, dont j'ai la photo dedans. Et ça, je le dis, le nom, Bernard-Maurice Fayot de la Bouche, qui est devenu un célèbre montreur d'ours, mais dans les cinémas, en même temps qu'il passait les films, les grands films qu'on connaît, de Charlie Chaplin et tout ça, il faisait montrer l'ours avant, il faisait des spectacles avant, et après, il passait le film. Alors c'était toujours comme ça aux États-Unis, ça a été comme ça au début. Il passait des films après avoir fait un spectacle. C'est ça. Alors la mémoire orale, je continue la mémoire orale. Alors c'est ça. Alors j'ai trouvé pour cette colportrice, j'ai trouvé sur de quel bateau avait fait naufrage. C'était en 1895 et c'était pas le... C'est ça. Alors la mémoire orale, je continue la mémoire orale. Alors c'est ça. Alors j'ai trouvé pour cette colportrice, j'ai trouvé sur de quel bateau avait fait naufrage, et c'était en 1895 et c'était pas le Lusitania. Ensuite, il y a un article où j'ai eu le plaisir de consulter l'historien local d'Hersey, M. Dupont, parce que j'ai lu les mémoires de Gabriel Bénazet, qui disait que les montreurs d'ours de Cominac descendaient de Cominac par le chemin du col du Four. C'est ça, hein? C'est ça qui était écrit dans les mémoires. Alors moi, le chemin du col du Four, je cherche, j'en trouve un à Massat. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font de partir de Cominac pour passer par Massat? Je ne comprenais plus rien. Alors, M. Dupont m'a éclairé, il m'a dit, c'est pas le chemin du col du Four, c'est le chemin du côte de Faouré. C'était le chemin qui était au-dessus du forgeron. Alors, il descendait par ce vieux chemin qu'on a trouvé sur le vieux cadastre, on a trouvé ce vieux chemin. Alors, c'est la mémoire orale qu'il faut faire attention aussi, le nom peut se déformer, et il faut pas prendre exactement ce qu'on nous dit. De la mémoire orale, il ne faut pas dire oui c'est ça et ça finit là, il faut essayer de voir vraiment si c'est vrai ou s'il y a d'autres choses. Ça peut être faulé ou faul. Comment? Ça peut être faulé ou faul. Le faul? Le faul, c'est le être. C'est le quoi? Le être. Ah, ça peut être oui, les deux? Un ou l'autre, on ne sait pas. Ça peut être un ou ça peut être l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça un vrai historien, c'est que on dit au moins que ça peut être un ou ça peut être l'autre. Alors on n'affirme pas exactement que c'est tant qu'on n'est pas certain. Hein, M. Dupont? C'est ça que je pense, moi aussi. Alors,
Regarde fort. Et une autre chose qui m'a vraiment impressionnée. Où est-ce que c'est ça, cette truc? OK. C'est que dans la mémoire orale, j'ai trouvé une histoire, encore à Cominac, que dans le temps des seigneurs, avant la Révolution, il y avait eu des géraud. Le Seigneur avait puni des géraud et il les avait envoyés très loin, au-dessus de Cominac, dans un endroit qui n'était pas encore défriché, pour les punir. Et ce lieu s'appelait Kourat. J'ai cherché ça à cause que le livre, c'est des Géraud Kourat. Alors je me suis dit, moi, des géraud à Cominac, je n'en connais pas. Je connais des Rogales, des Icars, des Bénazettes à profusion, mais des géraud, je n'en connais pas. Alors je me suis dit, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et dernièrement, vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de lunettes. J'ai trouvé sur Internet le terrier, le compois de 1668 que je suis en train de déchiffrer page par page. J'essaie d'en faire 4 pages maximum par jour, mais curieuse comme je suis, quelquefois je me laisse emporter. Et j'ai regardé, j'ai déchiffré les premières pages. Je voyais que celui qui faisait le compois, il était surtout vers la rivière, je pense. Oui. Il faudrait que je communique avec vous avec ça. L'avez-vous vu, le compois de 1668? Le terrier de 68? Je suis en train de l'écrire, là. Et je me suis dit, je vais trouver Cominac. Je cherche Cominac, il est à la page 219, pas la page, mais à l'image 219, pour ceux que ça intéresse. Et les premiers que je trouve, on peut passer ça si vous voulez, les premiers que je trouve à Cominac. Les frères Géraud tiennent maison à Izarn. Izarn, je ne sais pas où c'est, mais un peu plus loin, on voit qu'ils ont des terres à Kourat. Ils ont des terres à Kourat, à côté de Barat, à côté de plusieurs personnes. Alors, ils ont des terres... Et ça, c'est 1668. Ils ont déjà beaucoup de terres un petit peu partout, pas seulement à Kourat. Donc, l'histoire orale de cette histoire des géraud qui ont été envoyés à Kourat, c'était vrai. Et probablement que c'était en 1500 quelque chose, parce que là, ils sont déjà bien établis en 1668. Il y a déjà plusieurs géraud et ils ont déjà beaucoup de terres. Alors, moi, ça m'a vraiment impressionné, cette histoire orale. Malheureusement, les gens n'en parlent plus trop. Tu sais, maintenant, on parle des trucs américains, des films américains, et puis l'histoire orale du pays, on n'en parle pas trop. Avec l'ancien cadastre, le compois et le terrier, on retrouve les noms des voisins. Des quoi? Le nom des voisins. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a les voisins. Ce que je prends pas combien ils avaient d'acres de terre ou de je sais pas quoi, ou combien ils faisaient payer, ça je l'écris pas. Mais par contre, j'écris confrontant un tel, confrontant de levant, confrontant de couchant, confrontant de septentrion. Alors j'écris ça parce que c'est intéressant, on voit qui était à côté de qui. Mais malheureusement, moi je ne connais pas beaucoup les lieux-dits. Alors il y a beaucoup de lieux-dits que je pense que c'est un T et c'est peut-être un S, parce qu'ils écrivent un peu, tu sais, ceux qui font les compois, ils essaient de faire des belles lettres et des fois tu te dis, mais quelle lettre il a mis là? C'est un S, c'est un T, c'est un U. Le U et le N est très difficile aussi à discerner. Est-ce que c'est un U? Est-ce que c'est un... À force d'en faire, on voit que celui qui écrit, on voit
il écrit son A de telle façon, son T il va le faire d'une autre façon. Il faut en faire beaucoup, beaucoup avant de savoir qu'est-ce que c'est. Ouais. Alors, il y a une autre histoire que je vais vous raconter pour vous parler de la mémoire orale. Alors, la mémoire orale, il y a une histoire qui était racontée à Cominac. C'était deux montreurs d'ours qui sont partis en Angleterre avec un ours. Pendant qu'ils étaient en Angleterre, il y a une vieille Anglaise qui est venue et qui a demandé au montreur d'ours, « Est-ce que votre ours mange du poulet ?» Alors les montreurs disent, « Oui, notre ours mange du poulet, il adore le poulet, notre ours. » Alors la vieille Anglaise s'en retourne et revient avec un beau poulet, tout fumant, tout chaud et tout ça. Alors elle attendait comme ça pour voir l'ours manger le poulet. Mais les montreurs d'ours le prennent et disent, « Madame, vous savez, notre ours, c'est très important qu'il mange à une certaine heure et c'est toujours la même heure. C'est minuit ou midi juste, mais c'est toujours la même heure. Alors, on va lui donner. » Alors la pauvre dame, elle est repartie et elle n'a pas vu l'ours. Imaginez-vous qui a mangé l'ours, qui a mangé le poulet. Qui a mangé le poulet, c'est les montreurs d'ours. Et l'ours n'a mangé que les os. Ils lui ont laissé que les os. Oh, pauvre ours. Hein. C'est lui qui le méritait et puis Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai lu cette histoire-là dans les mémoires de Cominac et ils attribuent cette histoire, est-ce que je vais l'avoir en quelque part ici facilement? Ils attribuent cette histoire à Bénazet Chiné et Aurillac Payas. Ils attribuent cette histoire à ces deux montreurs d'ours. Dernièrement, j'ai relu le livre de Sapou. Et dans le livre de Sapou, à la page 69, je retrouve exactement la même histoire. Mais là, à ce moment-là, ils attribuent l'histoire à André Géraud Paracha et Joseph Andreu Pasqualette. Alors, d'après Marie-Lou Descoseaux, c'est la même histoire, mais c'est deux autres montreurs d'ours qui sont les héros de l'histoire. Comment ça se fait que l'histoire a traversé d'un côté ou de l'autre le Carbet et tout d'un coup, ils ont des protagonistes différents? C'est ça la mémoire orale, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce que c'est qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Sûrement que l'histoire du poulet doit être vraie puisqu'elle est répétée d'un côté ou de l'autre de la rivière, mais qui ont été les vrais héros, on ne le sait pas. L'ours mange du poulet, non. Il n'a pas mangé le poulet, l'ours. Il avait faim. Quand il a vu le poulet, qu'est-ce qu'il a fait, l'ours? Malheureusement, c'est les autres qui ont mangé le poulet. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils buvaient aussi. Les vilains. En Amérique, l'ours buvait surtout de l'eau et mangeait du pain et n'importe quoi que les gens venaient leur apporter. Mais par contre, ils avaient trouvé un truc. Dès 1872, je pense, 74, ils avaient trouvé un truc. Ils allaient dans les bars, les saloons qu'on appelle en américain. Ils allaient dans des bars et ils commandaient une bière et donnaient la bière à l'ours. Et l'ours s'assoyait sur ses hanches, prenait la bouteille dans les mains et buvait la bière. Les gens étaient tellement impressionnés qu'ils payaient des bières à l'ours. Alors le propriétaire était très heureux parce qu'il vendait beaucoup de bouteilles. Et l'ours pouvait en boire 12, 15 bouteilles, ça ne les dérangeait pas. Mais il y a une histoire dedans que vous allez trouver drôle, c'est qu'un jour, il y en a un ours qui était complètement saoul. Et vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé dans la ville avec cet ours.
Mais ça n'arrivait pas souvent. La plupart du temps, il pouvait boire énormément. Et le montreur d'ours, souvent, à qui on payait aussi des bières, était sous avant son ours. Il était obligé de les emmener tous les deux dans les cellules du poste de police pour qu'ils cuvent leur vin, cuvent leur bière. Alors, où je suis rendue là? Tu m'as un peu mêlé mes papiers. L'ours qui mange de la bière. Ah, je suis rendue à l'ours qui mange de la bière. Excusez-moi, une chance que j'ai quelqu'un qui me le rappelle. Alors, les montreurs d'ours, les soirs du poulet dans sa peau, Pierre Nassette, Bambé, Henri Paratel. Ça, c'est fini. Ah, il n'y a rien là-dessus. Alors, L'ours qui mange du poulet. il y a une chose que j'aimerais que vous me disiez. Est-ce que vous croyez tout le monde? Levez la main ceux qui ne le croient pas, je ne sais pas si vous allez le faire, que les montreurs d'ours marchaient d'une ville à l'autre. Ils ne prenaient pas le métro, ils ne prenaient pas le taxi, ils ne prenaient pas le train, ils marchaient. Moi, j'en ai encore là, qui croient que les montreurs d'ours partaient, prenaient le train, et descendaient au Havre et s'embarquaient sur les bateaux. Moi, je ne sais pas, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore croire ça? Ils marchaient. Mais c'est extraordinaire parce que j'en ai trouvé. Vous allez voir dans ce livre qu'il y a 2 cousins qui sont partis de Montréal et que j'ai retrouvés en Colombie-Britannique. Ça leur avait pris 1 an et demi à marcher. Et ils redescendaient aux États-Unis et ils marchaient. Alors, c'est comme ça qu'ils pouvaient montrer l'ours. Comment ils auraient pu montrer l'ours s'ils mettaient l'ours dans le wagon de marchandises? J'ai vu un carnet de saltimbanque, un des rares carnets de saltimbanque qui existent. J'ai vu ce carnet de saltimbanque qui est tout petit. On voit permission de montrer l'ours pour une journée. L'autre jour après, il est rendu dans le village à côté. Permission de montrer l'ours pour un après-midi. Le lendemain, il est rendu dans un autre village. Ça, c'est en France. On voit qu'il montre l'ours chaque jour. Il ne suivait pas les voies de chemin de fer en France. Les routes sont tellement belles, les villages sont tellement rapprochés qu'ils n'avaient pas besoin, ils connaissaient la France. En Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, vous avez les petits villages sont un à côté de l'autre. Ils ne suivaient pas les voies ferrées. Mais arrivés au Canada, arrivés aux États-Unis, quand ils voulaient s'éloigner des grandes villes, c'était difficile, ils ne savaient pas où était la première chose qu'ils faisaient. Ils s'achetaient des cartes géographiques de l'endroit où ils étaient. Ils regardaient où étaient les chemins de fer. Ils voyaient les petits points. Comme ça, ils devaient dire, ah, il y a une ville là, il y a une ville ici, il y a une ville là, il y a une ville là. Ils faisaient probablement le trajet d'un point à l'autre qui mesurait, ils devaient dire, ben, ça m'a pris 1 jour pour aller là. Ça va me prendre peut-être 2 jours pour aller à l'autre village. Sûrement que ces gens-là savaient combien de temps ça leur prendrait pour aller d'un village à l'autre. En Amérique, ils suivaient, mais ils ne montaient pas dans les trains. La seule fois que j'ai vu un qui montait dans le train, c'était dans le bout de Chicago. Il y avait une tempête de neige terrible et il y avait deux montreurs d'ours avec 2 ours. Ils ont réussi à faire monter un ours dans le wagon de marchandises, mais l'autre n'a jamais voulu y aller, jamais. Alors, il y en a un qui est parti, l'autre, il dit, ben va-t'en, quand la tempête finira, j'irai te rejoindre. Alors, les gens marchaient, et dans le livre, à la page... La page combien? À la page quoi, c'est 101. Bravo! Alors, à la page 101,
Alors, je vous ai montré que quand ils arrivaient au Québec, il y avait 3 choix. Quand ils partaient, les montreurs d'ours, quand ils partaient de l'Angleterre pour se rendre au Canada, ils partaient soit de Liverpool, soit de Glasgow. Ceux qui ont eu le livre l'année dernière, je m'excuse si j'en ai pas eu, mais vous allez pouvoir en acheter ceux qui n'en ont pas eu. Les amis d'Aulus les ont fait imprimer et je leur ai donné les droits et le profit qu'ils font sur le livre. Mais si vous le voulez, il est très bien fait, je l'ai vu, il est très bien fait. Alors, les montreurs d'ours qui partaient de l'Angleterre n'arrivaient pas à Québec, comme il y en a qui l'ont écrit dans des livres. Ils arrêtaient en face de Québec, dans une ville qui s'appelait Lévis. Pourquoi ils arrêtaient à Lévis? C'est parce que les propriétaires des navires qui amenaient ces gens d'Angleterre au Canada, ils avaient des parts, ils avaient des actions, ils étaient copropriétaires d'un des chemins de fer qui s'appelait le Grand Tronc. Le Grand Tronc partait de Lévis, peut-être un peu plus haut, partait de Lévis, il suivait, il allait à Montréal, il allait à Sherbrooke, et il allait jusqu'à Portland, dans le Maine, aux États-Unis. Alors, vous savez ou vous ne savez pas que le Saint-Laurent, en hiver, il gèle. Il gèle tellement que la glace est tellement dure que dans l'ancien temps, à Montréal, on pouvait traverser de Montréal à la rive sud sur un train. Ils avaient mis des rails sur la glace pendant l'hiver. Ils mettaient des rails sur la glace pendant l'hiver et le train allait de Montréal jusqu'à l'autre côté du Saint-Laurent. Mais un jour, le train, il y a eu un redout, comme on appelle. Est-ce que vous appelez redout ici quand il fait chaud? Il y a eu un redout et la glace a fondu. Et le train s'est retrouvé dans le fond du Saint-Laurent. C'était la fin de ce train. Mais le Grand Tronc, il se rendait à Portland. Alors, quand c'était l'hiver, les bateaux pouvaient se rendre soit à Halifax, qui est un Nouvelle-Écosse, ou soit ils allaient aux États-Unis. La saison de navigation sur le Saint-Laurent, c'est du mois de mai jusqu'au mois de novembre, s'ils étaient chanceux. Alors, ceux qui sont venus après ça, il a fallu qu'ils s'en aillent aux États-Unis et ils n'allaient pas. Alors, les frères Allen, qui étaient écossais, qui avaient les navires, ils avaient eu c'est eux qui transportaient la poste royale au Canada. Tout ce qui était poste royale, ils avaient eu la concession de poste royale. Ils embarquaient quelques passagers, mais très peu. Dans les cales des navires, soit des... et la poste qui leur permettait de faire de l'argent sans avoir beaucoup de passagers. Alors, ils avaient obtenu la concession, ils avaient obtenu d'être propriétaires d'une partie de cette voie ferrée, ce chemin de fer, et l'hiver, s'ils arrêtaient à Portland, Maine, ils pouvaient remonter avec le chemin de fer jusqu'à Montréal. C'est pour ça qu'on envoie des montreurs d'ours qui arrêtent à Portland. Puis moi, je me demandais, mais pourquoi ils arrêtent à Portland? C'est parce qu'ils pouvaient remonter facilement à Montréal en suivant la ligne du chemin de fer. Ils suivaient toujours la ligne du chemin de fer d'un endroit à l'autre pour ne pas se perdre. Et aux États-Unis, quand ils ont construit le chemin de fer d'un bout à l'autre à travers la terre des Cheyennes et des Sioux et tout ça, ils ont pris les terres des Indiens de là-bas. Et quand ils ont fait ça, les villages étaient construits de chaque côté de la voie ferrée.
Alors, quand il arrivait à une gare, c'était sûr qu'il y avait un village. Alors, s'il voyait un point où le train arrêtait, les montreurs d'ours voyaient que là, il y avait un village et qu'ils pouvaient arrêter et qu'ils feraient un peu d'argent à chaque fois. Et les montreurs d'ours étaient payés la plupart du temps avec des sous noirs, les petits sous bruns, et des nickels, des 5 sous et des 10 sous. Ils faisaient 25 sous des fois quand ils faisaient monter leur ours grimpé. Ils disaient, pour 25 sous, on va faire monter l'ours dans l'arbre, dans le poteau, sur le poteau. Alors les gens se cotisaient, ils payaient un 25 sous et ils faisaient monter l'ours dans le poteau. Alors il devait avoir un code avec cet ours. Souvent il disait, Monsieur l'ours, parce que c'était toujours vous, hein, il disait, vous, Monsieur l'ours, descendez, Monsieur l'ours. Il devait avoir un code avec l'ours, et l'ours ne descendait pas. L'ours, alors tout le monde riait, puis tout, descendez, Monsieur l'ours. L'ours ne bougeait pas. Oh, ben là, les gens riaient, étaient vraiment morts de rire, et finalement, il devait dire ça d'une façon, je suppose, différente, et l'ours finissait par descendre. Ce que j'ai lu une fois dans un article, c'est que l'ours, en montant, il a arraché tous les fils télégraphiques et tous les fils qu'il y avait. Alors les deux montreurs d'ours, quand ils ont vu ça, ils ont pris la poudre d'escampette, ils se sont sauvés. Parce qu'il n'y avait plus rien, plus aucun fil qui restait. Et c'est ça, c'est les montreurs d'ours qui suivaient les voies ferrées. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous raconter ensuite. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Chemin de fer, compagnie. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous raconte? Parce que ce livre, vous allez le lire, c'est très drôle parce qu'il y a tellement de petites histoires. Je peux vous dire que il y a Gabriel Benazet, qui était un ami à moi, il m'avait dit, tu sais, il y a un de mes ancêtres qui est parti en Amérique et on ne l'a jamais retrouvé. Baptiste Benazet Cabos, on ne l'a jamais retrouvé. Il a probablement traversé le Mississippi, mais on ne le sait pas, il n'est jamais revenu. Et vous allez voir dans le livre que non seulement je l'ai retrouvé, mais que son nom est écrit dans les journaux, qu'il y a une pierre tombale grosse comme ça à son nom, et que sur la pierre tombale avec son nom, c'est marqué c'est marqué Baptiste Jack the Bearman Benazet. Il était resté en Amérique, il n'avait pas averti personne, il ne s'est pas marié, il a travaillé chez un paysan, mais probablement qu'il devait raconter des histoires d'ours parce qu'ils l'ont appelé Jack the Bearman, Jacques l'homme d'ours, de l'ours ou quelque chose comme ça. Alors probablement qu'il devait leur raconter des histoires d'ours continuellement. Alors j'ai eu le plaisir d'appeler au mois de février. Gabriel est décédé au mois de mai. Je l'ai appelé, j'ai dit, Gabriel, j'ai trouvé Baptiste. Il ne croyait pas. Non, je l'ai trouvé, j'ai dit, à Iowa. Oh, mon Dieu! Mais là, je commençais, je n'avais que trouvé que ça. Je n'avais pas trouvé d'autre chose. Malheureusement, ce qui est écrit là, et il ne le saura jamais, ça me fait de la peine, mais ce que vous voulez. J'en ai 600 à chercher des montreurs d'ours. Des fois, je les trouve par hasard. Je trouve quelque chose par hasard. Des fois, je ne cherche pas ça, je cherche d'autres choses, et puis je le trouve par hasard. Et j'étais contente, et vous allez voir que c'est quand même quelque chose que ce Benazet Cabos, il devait, j'aurais aimé le rencontrer, parce qu'il avait l'air d'être très... il y en a qui vont appeler ça des cabossades. Oui, il est celui qui appelle ça des cabossades. Moi, j'ai appelé ça des gasconnades. Il y avait assez de gasconnades. On voyait qu'il était gascon.
d'après ce qu'il racontait aux journaux, aux journalistes, on voyait que c'était un Gascon. Et il y a plusieurs autres histoires regardez là. Ah, il n'est pas tard. J'ai encore le temps. Alors, il y a une autre histoire peut-être que je peux vous raconter. C'est qu'il y en a un qui est mort sur la route. Il y a un montreur d'ours qui est mort sur la route. Il est tombé et il ne s'est pas réveillé. Il a perdu conscience et il ne s'est plus réveillé. C'était en plein mois de juillet, il faisait très chaud. Ce montreur d'ours-là, j'ai regardé sa description physique. Il avait l'air d'un homme assez jovial. Il avait une grande barbe blanche, il avait des moustaches et il avait 2 fossettes ici qui lui donnaient un petit air, je suppose, coquin. Et c'était un genre d'acteur. Il y avait toutes sortes de montreurs d'ours. Il y en a qui montraient l'ours et ça fait là. Lui, il faisait des spectacles avec son ours. Alors, quand il voulait faire danser son ours, et quand les policiers arrivaient, ben, ils disaient, c'est pas moi qui l'a fait danser, c'est lui qui a commencé à danser. Moi, je lui ai dit, arrête, ne danse pas. On est en pleine ville de New York, et il ne faut pas que tu danses. Et puis, il s'est mis à danser. J'ai eu beau essayer de le retenir. Il n'a pas arrêté de danser. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas quoi faire avec cet ours. Il ne m'oublie plus. Alors, ils l'ont quand même emmené voir le juge. Et le juge, l'ours était à la barre. Il était comme ça. Alors, l'ours, c'est vrai qu'il paraît qu'il se mettait comme ça avec les pattes devant sur la balustrade devant le juge. Il regardait d'un air sérieux le juge. Alors le juge a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi vous avez... Alors le montreur d'ours, il parle à l'oreille de l'ours. Il dit, le juge demande, pourquoi tu as dansé comme ça? Alors l'ours parle à l'oreille, puis il dit, l'ours a dit qu'il avait dansé à cause de... Alors il n'arrêtait pas de faire croire que c'était l'ours qui répondait à monsieur le juge. Le juge a tellement ri de cette histoire qu'il ne l'a pas condamné, il n'a pas donné du tout de punition, rien. Et puis, alors il dit, allez-vous-en, mais ne recommencez plus. Alors le montreur d'ours a fait un grand salut, l'ours a fait un grand salut, et ils sont sortis, et tout le monde les a suivis. Ont suivi l'ours et le montreur d'ours. Je suis un peu à bout de mes histoires, parce que je pense que j'ai parlé assez vite. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, moi j'aimerais répondre à vos questions si vous en avez, mais je vais vous dire, ce que j'écris et ce que je vous dis, c'est le pic de... Vous devriez venir chez nous, j'ai des papiers d'en haut jusqu'en bas. Je me dis, j'espère que l'avion ne tombera pas parce que mes pauvres enfants, ils vont être découragés avec tout ce que j'ai. Quels sont les papiers? Oui. Un peu plus fort parce que je suis sourde. Alors, combien de temps vous passez par jour? Est-ce que quand vous vous levez, vous pensez aux ours et vous attaquez? Oui, des fois je rêve aux ours, des fois. Le matin, je me lève très tôt, à 6 heures le matin. Et à 9 heures, je suis devant l'ordinateur jusqu'à vers 11 heures, comme il faut. J'appelle ça aller à la pêche. Je vais dans les journaux, j'écris des noms et j'essaie de trouver quelque chose. Des fois, je ne pêche rien. Des fois, je pêche des sardines ou des petits poissons. Et quand je trouve une truite, eh bien là, c'est le bonheur total. C'est vraiment... on est tellement heureux quand on cherche et qu'on trouve. Et c'est toute l'année comme ça ou c'est juste l'hiver, comme vous avez dit tout à l'heure? Je recommence à chercher un peu. Dans l'après-midi, je fais 2 heures, mais d'écriture sur Internet. J'écris, je fais mes livres et tout ça. Mais je cherche toujours au moins 2 heures. Et là, j'ai commencé le compois, ce qui me prend une autre heure. Et les naissances de 1640 à RC. En 1640, on a les baptêmes d'RC de 1640.
j'ai commencé à relever les baptêmes de 1640. J'ai à peu près 12-15 pages de faits sur les baptêmes. C'est intéressant. Malheureusement, il n'y a pas les sobriquets. Mais ce que je vais faire mardi, parce qu'on va à foi, je vais essayer de prendre le notaire qui est à peu près de 1600, je pense que c'est Courtade, qui était le notaire en 1664 ou quelque chose. Je vais prendre ce notaire et les notaires écrivaient les surnoms et les sobriquets. Ils écrivaient les surnoms. Alors je vais pouvoir peut-être voir qui était la personne baptisée. Parce qu'il y avait les baptêmes dans le temps. Alors c'était intéressant parce que dans les baptêmes, on a les parrains et les marraines. Et après la Révolution, ils étaient obligés de s'enregistrer à la mairie. Alors à la mairie, c'était le voisin qui arrivait et disait, un tel, il y a eu un garçon, il est obligé d'être deux. Un tel, il y a eu un garçon et il s'appelle Joseph, mettons. Alors, quand ils arrivaient, le père ou la mère disait, ben non, on ne veut pas l'appeler Joseph, on veut l'appeler le nom du parrain qui va être Paul. Il retournait à l'église, il faisait baptiser, il s'appelait Paul. Alors moi, je trouve des Joseph, des Michel qui s'appellent Pierre, des Pierre qui s'appellent Paul, et je suis prise là-dedans. Qui est-ce que c'est? Est-ce que Joseph, c'est... Et très souvent, 2 fois Pierre, 3 fois Paul, et moi, dans ma famille, j'ai 3 maris. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle avait 2 maris en même temps. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment ça se fait, elle est mariée en même temps, 2 personnes. C'était 3 maris différentes. Je ne sais pas, il n'y avait pas beaucoup d'imagination, je pense. Ou peut-être quand ils allaient à la mairie, ils disaient n'importe quoi. Et c'était vraiment au baptême qu'on voit qui est le parrain et qui donnait le prénom. Très souvent, c'était le parrain qui donnait son prénom et la marraine, quand c'était une fille, qui donnait son prénom. Souvent, à moins que c'était un prénom qu'elle n'aimait pas et qu'elle voulait en donner un autre, mais c'était ça la plupart du temps que l'enfant avait. C'était pas le nom du père, c'était le nom du parrain. 90% du temps, c'était le parrain qui avait. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont fondé des familles et qui sont restées là-bas? Oh, très bonne question. Alors moi, ce que j'aime là-bas, c'est de rechercher les descendants. Et très souvent, c'est des Américains qui ne parlent plus le français, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que RC, ils ne savent pas d'où viennent leurs ancêtres, de quel endroit. Moi, dans ma famille, moi, à Chicago, des Gastons, ils croyaient qu'ils venaient de Hoche. Ils disaient, ah, j'ai dit non, pas de Hoche, de Oust. Alors, ils avaient vu Hoche, mais Oust sur la grande carte. C'est pas toujours que c'est écrit, hein. C'est peut-être des Persiens qui ont des liens de parenté avec... Ah oui, oh oui, il y a Gabi Ponsol et choses que j'ai retrouvé même. Il y avait une dame au Texas qui cherchait qui était ce John Maury. J'ai plein de papiers de John Maury, j'ai des photos. On voit John Maury qui est sur un cheval au Texas et tout. Je ne sais pas qui il est. Il a écrit qu'il était né à Toulouse-Ariège. Toulouse-Ariège. Eh bien oui, il avait dit Toulouse-Ariège. Alors moi je me suis dit, s'il vient de Toulouse, il n'écrira pas Ariège. Il va dire Toulouse. S'ils ont écrit Toulouse-Ariège, c'est parce qu'il doit venir d'Ariège. Mais il ne veut pas dire d'où il vient, alors il a dit Toulouse-Ariège. Alors j'ai procédé par élimination. J'ai envoyé une photo de ce Maury à Gabi. Oh, là, elle me dit, j'ai, moi, dans ma famille, quelqu'un qui s'appelle Jean, qui était le frère de ma grand-mère, qui n'est pas revenu d'Amérique, on n'a pas eu le... Et il ressemblait à son père. Elle était contente, cette dame-là, ça fait 20 ans qu'elle cherche à savoir qui était ce... Mais il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a pas eu de descendants, donc c'était difficile pour elle de...
Il a coupé les liens complètement. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que son père était un grand montreur d'ours qui a joué dans les plus grands théâtres des États-Unis et tout ça. Peut-être qu'il a eu peur d'être embrigadé pour aller montrer l'ours ou quoi. Il a ouvert un petit restaurant comme on voit aux États-Unis, hot dog, hamburger, frites, tout ça. Il est mort là-bas et c'est ça. Et j'en ai trouvé d'autres aussi qui... Ça m'a fait un plaisir extraordinaire. Un autre qui voulait, un jeune Américain qui voulait trouver des amiel. Alors, lui, il y a ceux qui venaient des Pyrénées. J'ai communiqué avec lui et je lui ai dit, mais les amiel, je sais qui était votre ancêtre. C'est des amiel pestèches de la bouche. ARC. Et j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'envoyer des photos? Alors il dit, vous savez, dans la famille, il y a une partie de la famille qui ne parle pas à l'autre partie de la famille, et c'est l'autre partie de la famille qui a toutes les photos. Et il dit, écoutez, je vais essayer, j'ai une vieille tante, elle m'a dit bonjour. Il y a un mois ou deux, elle m'a dit bonjour. Je vais essayer de lui parler. Finalement, il m'a envoyé des photos de Giron Amiel Pestèche qui avait fait la traversée, un autre, parce que je parle de la traversée du Canada à pied, il avait fait la traversée du Canada à pied avec son cousin et avec deux ours. Quand il est arrivé aux États-Unis, quelqu'un lui a tué l'ours, ça l'a comme découragé. Il a écrit au Tennessee, où il y avait un autre montreur d'ours qui s'était établi. Tennessee, c'est Nashville, Tennessee, où il y a les country, vous savez, les danses country, tout ça. C'est un peu plus bas. Et il y avait Rogal Cassas, qui s'était établi déjà là, qui était déjà marié avec une Américaine. Alors, il lui a écrit et lui a dit, achète-moi une terre. Je ne vais plus rien savoir de l'ours, on m'a tué l'ours, il m'en reste un, mais je ne vais plus rien. Achète-moi une terre, je vais aller m'installer. Il y a des descendants, et il a marié une Américaine qui s'appelle Méné quelque chose, et il m'a envoyé le descendant, finalement, après 6 mois, il m'a envoyé une photo de ce Giron Amiel Pestèche, avec la maison qu'il avait construite au Tennessee. Mon Dieu, j'étais contente. Ouais. Et j'ai trouvé, et ce qui est drôle, c'est que j'ai trouvé dans les archives d'Alberta une photo qui correspond, qui lui ressemble énormément. Il est sur les voies ferrées avec son ours, et celui qui est avec lui ressemble exactement à celui qui était sur la photo de la maison. Alors, je suis presque sûre qu'ils ne savent pas, dans les archives, j'ai écrit, ils ne savent pas qui c'est, mais d'après les dates où les Amiel Pestèche ont traversé d'un océan à l'autre, il ressemble terriblement à Amiel Pestèche. Il est avec l'ours sur les voies ferrées. Et ça, c'est un des descendants. Mais j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé Puma de Paraire. Puma de Paraire de la rivière, je pense. Je corresponds avec une descendante. Et j'ai trouvé dans le compois de 568, Puma de Paraire. C'est un des rares où ils mettent le sobriquet. Alors, les Pumas de Paraire étaient dans les premiers habitants. Il y a aussi des Souquettes qui étaient dans les premiers habitants d'Hercé. Oui, le terrier Paraire. Pardon? Il y a Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Ah ben oui, Nouvelle-Zélande, j'en avais parlé. Hein. Il y a Ogal Labatt qui a marié une Australienne et qui a eu une fille là-bas, mais il n'y a pas eu plus de descendants. Mais ceux qui ont beaucoup de descendants, c'est les Souquettes Mallette qui est allé s'établir là. Lui, c'est la même chose. Il y avait un petit cirque
ceux qui ont lu l'histoire que j'ai faite, il y avait un petit cirque avec Rogal et Raymond Ponsol, Laouzé. Raymond Ponsol Laouzé, Jean Rogal Labatte et Jean Souquette Mallette. Ils avaient fait un petit cirque. Ça n'a pas fonctionné, le cirque. Il est rentré dans un cirque australien. Il a failli se faire manger par le lion. Il est descendu il est parti du cirque du jour au lendemain. Il est parti du cirque et il est allé s'établir. Il a acheté, sans le voir, une terre à Nouvelle-Zélande. En arrivant là, il a vu que la terre qu'il avait achetée était faite comme ça. Il a construit la maison. La maison, elle est faite comme ça, sur la terre. Elle m'a envoyé les photos, sa descendante. La maison, elle est comme ça. Quand il a vu, il avait l'air d'avoir été très heureux. Il y a eu 5 garçons, je pense. Vous êtes en relation avec les descendants? Comment? Vous êtes en relation avec les descendants? Oui. Oh, je lui envoie chaque année, je lui envoie une carte postale d'Hercé parce qu'elle est tellement contente. Elisabeth. On va peut-être retrouver un souquet dans les All Blacks, hein, dans les All Blacks. Ah, ben oui. Ah, oui. Il y en a plusieurs comme ça qui sont établis. Et puis il y a la photo. Qui a la photo des montreuses d'ours à Manhattan? Est-ce que je voulais les donner à quelqu'un ou je les gardais? Chaque année, il y a des descendants de montreurs d'ours, qui se rencontrent chez Marcel Lamiel des Caquettes à New York, dans son restaurant. Et ils se rencontrent chaque année, ils chantent des chansons. Ah ben, il y a Mme Monique, oui, Mme Monique. Mme Monique était là. Alors, j'ai la photo de Mme Monique, c'est Paulette Lay qui me l'a envoyée. Et c'est Louis Pic qui me l'a envoyée. Et ils se rencontrent chaque année avec Mme Monique. C'est les montreuses d'ours de Manhattan. Et ils chantent des chansons françaises et tout ça. Je devais aller les rejoindre, j'avais trouvé un billet d'avion pour aller manger avec elles. Il y avait une tempête de neige. Et s'ils se rencontrent là, ils ont peut-être un groupe important. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire baptiser officiellement le rock d'Hercé? Ça serait bien, ça. Malheureusement, si c'était à Montréal, je saurais comment m'y prendre, mais là, à New York, je ne sais pas comment il faudrait faire. Ça serait vraiment extraordinaire qu'il y ait une plaque devant et que ça soit marqué. Rock d'Hercé, ça c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, presque tout Hercé est parti aux États-Unis. Vous avez le 3/4 d'Hercé. Mais la génération actuelle, des fois, ils savent que leur ancêtre vient de France. Mais... Il faudrait trouver une journaliste qui est descendante de montreurs d'ours. Il doit en avoir certainement. Comme ça, elle pourrait monter si elle fait pousser. Oui, c'est ça, avoir quelqu'un qui fait un peu toucher. Une délégation d'Hercé qui aille là-bas. Que la délégation d'Hercé aille là-bas. Ben, ils sont allés, M. Pujol est allé avec un groupe d'Hercé. Pourquoi vous n'avez pas demandé qu'il y ait une plaque devant? Vous auriez dû pousser un peu, là. Ça, c'est vrai. Ça passe vite. Comment? 5 jours, ça passe vite. 5 minutes? 5 jours. Vous n'êtes pas monté sur la roche? Marie-Rose Ponsol, elle a une photo sur la roche d'Hercé. Dans le bulletin des montreurs d'ours, il y a une photo avec Marie-Rose Ponsol sur la roche d'Hercé. Oui, mon chou. Oh, ben donne-moi. Tu as été super gentil. Ok, je vais t'envoyer une carte du Canada. D'accord? Attends, je vais donner ça. Je vais vous donner ça, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, dans ce livre, j'ai écrit le nom de tous ceux qui ont fait leur testament avant de partir à la guerre de 70. Ils se sont, aussitôt qu'ils avaient été convoqués pour se rendre en 1871 à la guerre de Prusse.
Et j'ai trouvé un testament d'un qui était parti, qui s'appelle Dupont. Je ne sais pas si c'est parent avec vous, mais je ne l'ai pas écrit dans celui-là, alors je vous le donne. Ah, vos pailles, oui. Cette année, oui. Je ne sais pas si c'est un parent avec vous. Et pour ceux qui croient que, comme j'ai lu dans certains livres, que les montreurs d'ours d'Hersé ont montré l'ours à cause qu'ils ont vu les Serbes et les Turcs montrer l'ours, je vais vous dire que j'ai été découragée quand j'ai lu cette chose-là, parce que je me suis dit, s'il y a des poissons dans la rivière, il n'y a pas besoin des Italiens qui viennent pour nous dire comment pêcher. Quand on a une ressource naturelle, tous ceux qui sont autour finissent par savoir comment l'exploiter. Alors, à chaque fois qu'il y avait des ours dans des montagnes, il y a des gens qui ont montré l'ours. Ils ont montré l'ours en Italie, dans les montagnes. Ils ont montré l'ours en Russie, dans les Carpates. À chaque fois qu'il y en avait, il y a eu des montreurs d'ours. Ici, il y a eu évidemment Ustou, qui ont commencé à élever des ours, et Hersé a continué. Mais c'est pas parce qu'ils ont vu des Serbes ou des Turcs montrer l'ours dans les Pyrénées. Moi, je n'ai pas vu en 1600 ou en 1700 des Turcs qui étaient venus ici montrer l'ours. Ça vient de l'intérieur, ça vient d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé, aux États-Unis, j'ai trouvé un article où ils ont montré en 900, en Angleterre, il y a un dessin. Je peux vous la faire passer si vous voulez. La première date de 900 et les autres ils datent de 1200. Et on voit que les montreurs d'ours, on voit qu'ils ont élevé l'ours en Angleterre en 1200 et même en 900. C'est quand même extraordinaire. Hein? Je vais vous lire pour finir. Je vais finir comme ça. Où est-ce qu'est la page que je marquais fin? Je ne sais plus. Où sont mes papiers. D'habitude, je ne prends pas de papier. Alors, c'est quelle page que je vais vous lire? C'est 2-3 lignes, ça ne sera pas long. Page 44. Alors, quand je vous ai parlé des deux Ajas qui sont partis d'un bout du Canada jusqu'à l'autre, à pied, avec leurs ours, rendus en Colombie-Britannique, dans les Rocheuses, ils ont suivi le chemin de fer du Canadien Pacifique qui fait le Canada d'un endroit jusqu'à l'autre. Ils arrêtaient avec leurs ours à chaque station de chemin de fer. Quand ils sont arrivés dans les montagnes rocheuses, ils étaient dans une petite... ils étaient près d'un petit hôtel. Et il y a un écrivain anglais qui est allé qui faisait justement le trajet. Il y a un livre sur Internet. Il faisait le trajet tout le Canada en entier. Et rendu là, il voit ces montreurs d'ours. C'est page 44 à ceux qui ont le livre. Il voit ces montreurs d'ours qui montrent l'ours. Alors il décrit les montreurs d'ours. Il dit, je sortis, parce qu'ils l'ont averti, il va y avoir des montreurs d'ours qui vont... Je sortis et je vis deux très beaux hommes, des Français des Pyrénées, au regard attirant et aux traits romantiques, comme on observe souvent chez les paysans français. Bravo pour les hommes des Pyrénées.